Les sondes Voyager, lancées en 1977, voyagent actuellement à plus de 60 000 km par heure. Elles ont quitté la Terre il y a plus de 45 ans. Aujourd'hui, elles se trouvent à plus de 23 milliards de kilomètres de nous. La NASA a déclaré qu'elles ont quitté le système solaire. Mais voici la vérité qui dérange. Techniquement, elles ne sont même pas à mi-chemin de la sortie réelle. Et elles ne sortiront véritablement que dans environ 30 000 ans. Ce que tu crois savoir sur les limites de notre système solaire est probablement faux. Complètement faux. Dans ce voyage, tu vas découvrir 3 mystères qui vont redéfinir ta perception de l'espace. Premièrement, pourquoi nos vaisseaux spatiaux les plus rapides mettraient des dizaines de milliers d'années à simplement franchir la véritable frontière de notre système? Deuxièmement, comment le Soleil nous tient prisonniers à travers une bulle invisible s'étendant sur des distances qui écrasent l'imagination humaine? Troisièmement, pourquoi, même si nous pouvions voyager à une fraction de la vitesse de la lumière, l'espace entre les étoiles contient des pièges mortels dont personne ne parle vraiment? Tu vas découvrir quelque chose qui te quittera le sommeil. Quelque chose que les agences spatiales préfèrent formuler avec précaution. L'espace n'est pas simplement vaste. Il est hostile d'une manière que notre cerveau refuse d'accepter. Et sortir du système solaire n'est pas une question de technologie avancée. C'est une question de survie contre des forces qui rendent nos plus grandes inventions aussi fragiles que des feuilles de papier dans un ouragan. Si te fascinent les mystères du cosmos, abonne-toi maintenant. Le voyage commence maintenant. On t'a probablement appris à l'école que le système solaire se termine quelque part après Neptune. Peut-être as-tu entendu parler de Pluton, cette petite planète naine située à environ 6 milliards de kilomètres du Soleil. Dans l'imaginaire collectif, c'est là que s'arrête notre quartier cosmique. Franchis Pluton, et te voilà dans l'espace interstellaire, libre, parti vers d'autres étoiles. Les images populaires renforcent cette idée. Les schémas du système solaire montrent le Soleil au centre, puis les planètes alignées en ordre décroissant, et puis plus rien. Le vide. L'espace profond. Cette représentation est pratique pour l'enseignement. Elle est simple, visuelle, mais elle est dangereusement trompeuse. Quand la sonde Voyager 1 a franchi l'orbite de Pluton en 1990, certains médias ont célébré son entrée dans l'espace interstellaire. Faux. Quand elle a fait traverser ce qu'on appelle l'héliopause en 2012, la NASA a officiellement déclaré qu'elle avait quitté le système solaire. Techniquement vrai, mais fondamentalement incomplet. Voici pourquoi cette version officielle, bien que techniquement défendable, masque une réalité beaucoup plus troublante. L'héliopause est effectivement une frontière. C'est la zone où le vent solaire, ce flux constant de particules chargées émises par notre étoile, perd sa bataille contre le milieu interstellaire. C'est là que la pression du vent solaire et celle du gaz interstellaire s'équilibrent. Voyager. 1 a mesuré ce passage. Les instruments ont détecté une chute brutale des particules solaires et une augmentation des rayons cosmiques galactiques. Un événement historique, sans aucun doute. Mais considérer l'héliopause comme la limite du système solaire, c'est comme dire que tu as quitté une ville dès que tu ne captes plus sa station de radio locale. Techniquement, tu es hors de portée d'un certain signal. Mais tu es peut-être encore dans sa banlieue, sous sa juridiction gravitationnelle, influencée par ses infrastructures. La réalité est mucho plus sombre, car au-delà de Pluton, au-delà même de l'héliopause, s'étend quelque chose d'une échelle qui défie la compréhension humaine. Une région glacée, sombre, peuplée de trillions d'objets en orbite autour du Soleil. Une coquille sphérique qui enveloppe tout ce que tu connais. On l'appelle le nuage d'Oort. Et cette structure, cette véritable frontière gravitationnelle de notre système solaire, commence à environ 2000 unités astronomiques du Soleil. Une unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. Multiplié par 2000, cela donne 300 milliards de kilomètres. Mais ce n'est que le début du nuage d'Oort. Car cette structure ne se termine pas là. Elle s'étend, selon les estimations les plus conservatrices, jusqu'à 100 000 unités astronomiques, 15 000 milliards de kilomètres. Certains modèles suggèrent
qu'elle pourrait aller jusqu'à 200 000 unités astronomiques, 30 000 milliards de kilomètres. Pour mettre cela en perspective, Pluton orbite à environ 40 unités astronomiques. Voyager, après plus de 4 décennies de voyage ininterrompus, se trouve à environ 160 unités astronomiques. Elle n'a même pas atteint un dixième du chemin vers le bord intérieur du nuage d'Oort. Elle ne l'atteindra pas avant 300 ans, et elle ne quittera complètement cette région que dans environ 30 000 ans. 30 000 ans pour le vaisseau spatial le plus rapide jamais envoyé par l'humanité hors du système solaire. Pense à cela. 30 000 ans, c'est 15 fois plus long que toute l'histoire de la civilisation humaine écrite. C'est avant l'invention de l'agriculture. C'est l'époque où nos ancêtres peignaient encore sur les parois des grottes. Si une civilisation avait lancé une sonde à l'époque des peintures de Lascaux, elle ne serait toujours pas sortie aujourd'hui. Cette réalité change tout. Elle signifie que lorsque nous parlons de quitter le système solaire, nous ne parlons pas d'un voyage de quelques décennies. Même avec notre technologie actuelle poussée à ses limites absolues, nous parlons de chronologie géologique. Nous parlons d'échelles de temps qui dépassent la durée de vie des nations, des langues, peut-être même de notre espèce telle que nous la connaissons. Mais pourquoi est-ce si difficile ? Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement construire un vaisseau plus rapide, accélérer davantage, échapper plus vite ? La réponse réside dans plusieurs couches de difficultés qui se superposent, chacune plus redoutable que la précédente. Ce n'est pas un seul obstacle, c'est un labyrinthe de contraintes physiques, énergétiques, biologiques et même philosophiques. D'abord, il y a la question de la vitesse elle-même. Voyager 1 se déplace à environ 17 km par seconde. Cela semble incroyablement rapide. C'est plus de 50 fois la vitesse du son. Mais à l'échelle cosmique, c'est d'une lenteur désespérante. La vitesse de la lumière est de presque 300 000 km par seconde. Voyager se déplace à environ 0,005% de la vitesse de la lumière. Pour atteindre ne serait-ce qu'1% de la vitesse de la lumière, il faudrait une quantité d'énergie astronomique. Les calculs montrent que propulser même un petit vaisseau spatial à cette vitesse nécessiterait plus d'énergie que l'humanité n'en produit en plusieurs années. Et ce n'est qu'1%. Pour des vitesses vraiment utiles, 10 ou 20% de la vitesse de la lumière, nous entrons dans des domaines énergétiques qui dépassent notre capacité actuelle de production par des ordres de grandeur. Ensuite, il y a le problème du carburant. Chaque gramme de carburant que tu emportes doit aussi être accéléré. Plus tu veux aller vite, plus tu as besoin de carburant. Mais plus tu as de carburant, plus ton vaisseau est lourd. Donc tu as besoin de encore plus de carburant pour l'accélérer. C'est ce qu'on appelle l'équation de la fusée de Tsiolkovsky. Et elle est impitoyable. Elle impose des limites mathématiques strictes sur ce qui est possible avec la propulsion chimique conventionnelle. Les moteurs ioniques, plus efficaces, peuvent atteindre des vitesses supérieures sur de longues périodes. Mais leur poussée est minuscule. Ils accélèrent lentement, très lentement. Il leur faut des années pour atteindre des vitesses significatives. Même les concepts les plus avancés, comme les voiles solaires ou les ramjets à fusion, restent théoriques ou extrêmement limités dans leur capacité réelle. Mais supposons, pour un instant, que nous résolvions le problème de la propulsion. Que nous développions un moteur révolutionnaire capable d'accélérer un vaisseau à 10% de la vitesse de la lumière. Les problèmes ne font que commencer, car l'espace n'est pas vide. On parle souvent du vide spatial, mais c'est une simplification. L'espace interstellaire contient en moyenne environ 1 atome par centimètre cube. Cela semble incroyablement ténu, et ça l'est, mais quand tu voyages à 30 000 km par seconde, chacun de ces atomes devient un projectile. À ces vitesses, même un grain de poussière microscopique transporte une énergie cinétique équivalente à une bombe. Un objet de la taille d'un grain de sable pourrait traverser la coque d'un vaisseau spatial comme une balle chaude traverse du beurre. Et l'espace entre les étoiles est parsemé de tels objets, invisibles, impossibles à détecter à distance. Tu ne peux pas simplement blinder le vaisseau. Le blindage ajoute de la masse, ce qui augmente l'énergie nécessaire pour accélérer, ce qui ramène au problème du carburant. Et au-delà d'une certaine vitesse, aucun blindage raisonnable ne peut arrêter les impacts. Il y a aussi la radiation. L'espace interstellaire baigne dans les rayons cosmiques, des particules de haute énergie qui voyagent à des vitesses proches de celles de la lumière. Certaines de ces particules sont si énergétiques qu'elles peuvent traverser des mètres de matériaux solides.
Elles endommagent l'ADN, détruisent dans l'électronique, dégradent les matériaux structurels. Près du Soleil, nous sommes protégés par l'héliosphère et le champ magnétique terrestre. Mais une fois que tu quittes cette bulle protectrice, tu es exposé à la pleine force de ces radiations. Un voyage de plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, dans un tel environnement, poserait des défis biologiques que nous ne savons pas encore résoudre. Et puis, il y a le temps lui-même. Les distances sont si vastes que même avec des vitesses inimaginables, les voyages se mesurent en décennies au minimum. Un aller simple vers l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, à 4,2 années-lumière, prendrait 42 ans à 10% de la vitesse de la lumière. 84 ans aller-retour, plus longtemps qu'une vie humaine. Qui financerait une mission dont les résultats ne seraient connus que par les petits-enfants des concepteurs? Quelle civilisation maintient sa cohésion et ses priorités sur de telles échelles de temps? Ce ne sont pas des défis techniques simples. Ce sont des barrières fondamentales imposées par les lois de la physique, l'échelle de l'univers lui-même et les limites de la biologie humaine. Et nous n'avons même pas encore parlé du véritable piège, car le système solaire ne nous retient pas seulement par sa taille, il nous retient par quelque chose de plus subtil, de plus insidieux, une force invisible qui s'étend bien au-delà de toute région que nos sondes ont visitée. Une emprise gravitationnelle qui définit les véritables limites de notre cage cosmique. Le Soleil, malgré sa distance, malgré le froid et l'obscurité qui règnent aux confins du système, exerce toujours son attraction. Les objets du nuage d'Oort, à des milliers de milliards de kilomètres, orbitent encore autour de lui, lentement, glacés, invisibles, mais liés. Ils sont en orbite depuis des milliards d'années et le resteront des milliards d'années de plus. Pour véritablement quitter le système solaire, il ne suffit pas de franchir une frontière arbitraire. Il faut échapper à cette emprise gravitationnelle. Il faut atteindre ce qu'on appelle la vitesse d'évasion. Non pas de la Terre, mais du Soleil lui-même, mesuré depuis la distance extrême du nuage d'Oort. Les calculs sont vertigineux et les implications le sont encore plus. Nous vivons dans une oasis, une petite bulle de chaleur et de vie entourée d'un désert hostile, s'étendant sur des distances qui écrasent toute tentative de compréhension intuitive. Et ce désert n'est que le début, car au-delà du système solaire se trouve un gouffre encore plus grand, encore plus froid, encore plus vide. L'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, se trouve à 40 000 milliards de kilomètres. Entre nous et elle, il n'y a presque rien. Un vide si complet, si absolu, que si notre Soleil s'éteignait instantanément, nos voisins stellaires ne le remarqueraient pas avant plus de 4 ans. Et Proxima est notre plus proche voisine. La plupart des étoiles sont beaucoup plus loin. Nous sommes une île, isolée, fragile. Et les océans qui nous séparent des autres îles sont d'une vastitude qui rend nos plus grands exploits de navigation aussi insignifiants que les premiers pas hésitants d'un enfant. Voilà la vérité qu'on ne dit pas toujours clairement. Sortir du système solaire n'est pas difficile. C'est presque au-delà de nos capacités actuelles, même en théorie. Et peut-être est-ce là la raison pour laquelle nous n'avons jamais détecté de civilisation extraterrestre. Peut-être que chaque espèce intelligente se retrouve confrontée au même mur. La même prison cosmique, belle et terrible, qui protège et enferme en même temps. La question n'est pas de savoir si nous pouvons sortir. La question est de savoir si quelqu'un, quelque part dans l'univers, l'a déjà fait. Para comprendre véritablement pourquoi quitter le système solaire représente un défi presque insurmontable, il faut d'abord comprendre sa structure réelle. Non pas l'image simplifiée des manuels scolaires, mais l'architecture complexe et multicouche qui s'étend depuis le cœur ardent du Soleil jusqu'aux confins glacés où sa gravité lutte contre l'attraction des autres étoiles. Commençons par ce que nous connaissons le mieux, les planètes rocheuses intérieures. Mercure, Vénus, Terre, Mars. Elles orbitent dans une zone relativement compacte, s'étendant jusqu'à environ 228 millions de kilomètres du Soleil. Ensuite vient la ceinture d'astéroïdes, cette région entre Mars et Jupiter, peuplée de millions de fragments rocheux, vestiges de la formation du système solaire. Certains ne mesurent que quelques mètres. D'autres, comme Cérès, atteignent près de 1000 km de diamètre. Au-delà, les géantes gazeuses dominent. Jupiter, à 778 millions de kilomètres.
Saturne à 1 milliard 400 millions. Uranus à 2 milliards 800 millions. Neptune, la dernière planète véritable, à 4 milliards 500 millions de kilomètres. Cette région, déjà immense par nos standards, ne représente qu'une infime fraction du système solaire total. Car après Neptune, commence un territoire que nous ne faisons qu'entrevoir. La ceinture de Kuiper s'étend depuis l'orbite de Neptune jusqu'à environ 50 unités astronomiques, soit 7 milliards 500 millions de kilomètres. Cette région ressemble à la ceinture d'astéroïdes, mais en beaucoup plus vaste et composée principalement de glace plutôt que de roches. Glace d'eau, de méthane, d'ammoniac. Les restes gelés de la nébuleuse primordiale qui a formé notre système. Pluton n'est qu'un objet parmi des milliers dans cette région. Depuis sa rétrogradation du statut de planète en 2006, nous avons découvert qu'elle fait partie d'une population entière. Haumea, avec sa forme ovale étrange et ses 2 lunes. Makemake, presque aussi grande que Pluton. Eris, découverte en 2005, légèrement plus massive que Pluton, ce qui a d'ailleurs déclenché le débat sur la définition d'une planète. Ces objets nous racontent l'histoire de la formation du système solaire. Ils sont des capsules temporelles, préservées dans un froid si intense que les processus géologiques s'y sont pratiquement arrêtés il y a des milliards d'années. Leur composition chimique, leurs orbites, leurs caractéristiques physiques nous donnent des indices sur les conditions qui régnaient lorsque le Soleil était encore jeune. Mais même cette région fascinante n'est qu'un avant-poste. Car au-delà de la ceinture de Kuiper classique se trouve ce qu'on appelle le disque dispersé. Cette zone contient des objets sur des orbites hautement elliptiques et inclinées, éjectés vers l'extérieur par les interactions gravitationnelles avec Neptune au début de l'histoire du système solaire. C'est là que nous trouvons Sedna. Cet objet énigmatique, découvert en 2003, possède une orbite qui défie les explications simples. Son périhélie, le point le plus proche du Soleil, se situe à 76 unités astronomiques. Son aphélie, le point le plus éloigné, atteint 937 unités astronomiques, 140 milliards de kilomètres. Son orbite complète prend 11 400 ans. Sedna ne devrait pas exister là où elle se trouve. Neptune ne peut pas l'avoir mise sur cette orbite, elle est trop éloignée. Aucune planète connue ne peut expliquer sa trajectoire. Certains astronomes suggèrent qu'une étoile passant près du Soleil, il y a des milliards d'années, aurait perturbé son orbite. D'autres évoquent la possibilité d'une planète massive non découverte dans les régions extérieures, une 9e planète, beaucoup plus loin que Neptune. Cette hypothétique planète 9 aurait une masse d'environ 5 à 10 fois celle de la Terre. Elle orbiterait entre 200 et 1000 unités astronomiques, prenant entre 10 000 et 20 000 ans pour compléter une orbite. Son existence expliquerait les orbites étranges de plusieurs objets transneptuniens dont les périhélies pointent tous dans une direction similaire, une coïncidence statistiquement improbable. Malgré des recherches intensives, cette planète n'a jamais été observée directement. Si elle existe, elle est extrêmement sombre, réfléchissant à peine la lumière solaire à une telle distance. Les télescopes scrutent les cieux, cherchant un point de lumière se déplaçant lentement contre le fond étoilé. Jusqu'à présent, rien. Mais l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Ces objets, Sedna, les candidats à l'influence de la planète 9, occupent une zone de transition. Ils ne font pas partie de la ceinture de Kuiper classique. Ils ne sont pas encore dans le nuage d'Oort. Ils habitent un espace intermédiaire que nous commençons à peine à cartographier. Car le nuage d'Oort lui-même reste invisible. Jamais nous n'avons directement observé un seul de ces objets dans leur habitat naturel. C'est une structure théorique, déduite de l'observation indirecte. Nous savons qu'il existe à cause des comètes. Les comètes à longue période, celles qui mettent des milliers ou des millions d'années à orbiter autour du Soleil, arrivent de toutes les directions. Contrairement aux planètes et aux astéroïdes qui orbitent plus ou moins dans le même plan, les comètes viennent du dessus, du dessous, de tous les angles possibles. Cela suggère qu'elles proviennent d'une structure sphérique entourant le système solaire. En 1950, l'astronome John Oort a analysé les orbites de ces comètes et a proposé l'existence de ce réservoir lointain. Ces calculs suggéraient une coquille sphérique contenant des billions,
peut-être même des trillions d'objets glacés, chacun orbitant lentement autour du Soleil à des distances inimaginables. Ces objets se sont formés beaucoup plus près du Soleil, probablement dans la région des planètes géantes. Mais les interactions gravitationnelles avec Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune les ont éjectés vers l'extérieur. Certains ont été expulsés complètement du système solaire. D'autres ont été ralentis juste assez pour rester liés gravitationnellement au Soleil, mais projetés à des distances énormes. Là-bas, dans le froid et l'obscurité, ils dérivent. La température est de quelques dizaines de Kelvin seulement, à peine au-dessus du zéro absolu. Le Soleil n'est qu'une étoile parmi d'autres, un peu plus brillante peut-être, mais ne fournissant pratiquement aucune chaleur. Un objet du nuage d'Oort externe reçoit 1/100000e de la lumière solaire que nous recevons sur Terre. Occasionnellement, quelque chose perturbe ces objets. Le passage d'une étoile lointaine, les marées gravitationnelles de la Voie lactée elle-même. Ces perturbations peuvent légèrement modifier l'orbite d'un objet, l'envoyant plonger vers le système solaire intérieur. Alors, pour la première fois en millions ou en milliards d'années, il s'approche du Soleil. La chaleur, même faible au début, commence à sublimer les glaces à sa surface. Un panache de gaz et de poussière se forme. Une queue apparaît. Nous l'appelons une comète. La comète Hale-Bopp, visible à l'œil nu en 1997, provenait du nuage d'Oort. Sa période orbitale est d'environ 2500 ans. La grande comète de 1811 avait une orbite suggérant qu'elle ne reviendrait pas avant 3 millions d'années. Certaines comètes passent une seule fois, puis sont soit détruites par leur passage près du Soleil, soit éjectées du système solaire par les planètes géantes. Chaque comète est un messager du nuage d'Oort, une sonde naturelle nous apportant des informations sur les conditions qui règnent dans ces régions que nos vaisseaux spatiaux n'atteindront pas avant des millénaires. Mais combien d'objets le nuage d'Oort contient-il exactement ? Les estimations varient énormément. Certains modèles suggèrent plusieurs billions d'objets de plus d'1 kilomètre de diamètre. La masse totale pourrait atteindre quelques masses terrestres, bien que dispersée sur un volume si vaste que la densité moyenne reste infinitésimale. Cette structure se divise en deux régions distinctes. Le nuage d'Oort intérieur, ou nuage de Hills, commence vers 2000 unités astronomiques et s'étend jusqu'à environ 20 000 unités astronomiques. Il a probablement une forme toroïdale, un peu comme un donut aplati, bien que cette géométrie reste débattue. Le nuage d'Oort extérieur est véritablement sphérique et s'étend de 20 000 jusqu'à peut-être 100 000 ou même 200 000 unités astronomiques. C'est cette région externe qui est la source principale des comètes à longue période. À ces distances, la gravité du Soleil devient si faible que d'autres influences deviennent significatives. Les étoiles passant à quelques années-lumière peuvent perturber les orbites. Le champ gravitationnel de la Voie lactée lui-même crée des marées qui affectent les objets du nuage d'Oort. Certains objets, sur les franges externes, orbitent si lentement et avec des liens gravitationnels si ténus qu'une étoile passante pourrait les arracher et les capturer. C'est ici que se trouve la véritable frontière du système solaire. Non pas une ligne nette, mais une zone de transition où l'influence du Soleil s'estompe progressivement et se mêle à celle de la galaxie environnante. Les sondes Pioneer, lancées avant Voyager, suivent des trajectoires similaires. Pioneer Dix, lancée en 1972, se dirige vers la constellation du Taureau. Pioneer 11, lancée en 1973, se dirige vers la constellation de l'Aigle. Elles sont maintenant silencieuses, leurs générateurs radio-isotopiques n'ayant plus assez de puissance pour transmettre. Mais elles continuent leur voyage, fantômes technologiques dérivant dans le vide. New Horizons, la sonde qui a survolé Pluton en 2015, est actuellement le vaisseau spatial le plus rapide jamais lancé. Elle a quitté la Terre à plus de 58 000 km/h. Elle a traversé l'orbite de la Lune en seulement 9 heures. Elle a atteint Jupiter en à peine 13 mois pour une assistance gravitationnelle. Puis, elle a filé vers Pluton, qu'elle a atteint après 9 ans de voyage. Depuis, elle continue vers l'extérieur. En 2019, elle a survolé Arrokoth,
un objet de la ceinture de Kuiper situé à plus de 6 milliards 500 millions de kilomètres de la Terre. Arrokoth a une forme étrange, comme deux sphères jointes, suggérant qu'il s'est formé par la fusion douce de deux objets primitifs. New Horizons fonce maintenant vers le nuage d'Oort. Malgré sa vitesse impressionnante, elle mettra des siècles à atteindre le bord intérieur et des dizaines de milliers d'années à le traverser complètement. Ces instruments cesseront de fonctionner dans les années 2030 lorsque sa source d'énergie deviendra trop faible. Après cela, comme ses prédécesseurs, elle deviendra un artefact silencieux, un monument à l'ambition humaine dérivant dans l'obscurité. Mais revenons à la structure qui emprisonne ces sondes et nous avec elle. Car le nuage d'Oort n'est qu'une partie de ce qui définit le système solaire. Il y a aussi l'héliosphère, cette bulle de particules solaires qui enveloppe les planètes. Le Soleil émet constamment un vent de particules chargées, principalement des protons et des électrons, s'échappant de sa couronne à des vitesses de 300 à 800 km par seconde. Ce vent solaire s'étend vers l'extérieur, créant une bulle dans le milieu interstellaire. Cette héliosphère n'est pas uniforme. Elle a une structure en couches, chacune avec ses caractéristiques propres. D'abord, il y a la région où le vent solaire se déplace à vitesse supersonique, s'étendant jusqu'à environ 90 unités astronomiques. Puis vient le choc terminal, une onde de choc où le vent solaire ralentit brusquement en rencontrant la résistance du milieu interstellaire. Voyager. 2 a traversé cette région en 2007. Au-delà se trouve l'héliogène, une zone turbulente où le vent solaire, maintenant subsonique, est détourné et comprimé par la pression du gaz interstellaire. Cette région s'étend sur plusieurs dizaines d'unités astronomiques supplémentaires. Puis vient l'héliopause, la frontière externe de l'héliosphère, là où la pression du vent solaire s'équilibre avec celle du milieu interstellaire. Voyager. 1 a franchi cette limite à environ 122 unités astronomiques en 2012. Voyager. 2 l'a franchi à environ 119 unités astronomiques en 2018. Fait intéressant, elles l'ont traversé à des distances légèrement différentes, suggérant que l'héliopause n'est pas une sphère parfaite, mais une surface ondulante, déformée par les courants du milieu interstellaire et les variations de l'activité solaire. Au-delà de l'héliopause, commence la région que certains appellent l'héliogène externe ou l'arc de choc d'étrave, bien que ce dernier terme soit débattu. C'est la zone de transition où le milieu interstellaire est lui-même perturbé par le mouvement de notre système solaire à travers la galaxie. Nous voyageons autour du centre galactique à environ 220 km par seconde, créant un vent apparent de gaz interstellaire. Certains modèles prédisaient que ce vent créerait une onde de choc devant le système solaire, mais les observations récentes suggèrent que notre vitesse relative pourrait ne pas être suffisante pour créer un véritable choc. Toutes ces structures, l'héliosphère, la ceinture de Kuiper, le disque dispersé, le nuage d'Oort, s'emboîtent comme des poupées russes cosmiques. Chacune représente une frontière, un défi, un obstacle à franchir. Et nous n'avons même pas mentionné la poussière. L'espace entre les planètes contient d'innombrables particules de poussière, des micrométéorites qui bombardent constamment tout objet en mouvement. Plus près du Soleil, cette poussière provient des comètes et des astéroïdes. Plus loin, elle pourrait provenir du nuage d'Oort, ou même du milieu interstellaire lui-même. Chaque particule, même microscopique, devient dangereuse à haute vitesse. Les panneaux solaires des satellites en orbite terrestre portent des milliers de minuscules cratères d'impact, témoins de collisions avec des grains de poussière pas plus gros qu'une cellule humaine. Imagine ce que ferait un tel grain à un vaisseau voyageant à 10% de la vitesse de la lumière. Il y a aussi les champs magnétiques. Le Soleil possède un champ magnétique complexe qui s'étend avec le vent solaire, créant ce qu'on appelle le feuillet héliosphérique actuel, une surface ondulée où le champ magnétique change de polarité. Cette structure influence le mouvement des particules chargées et peut affecter les systèmes électroniques des vaisseaux spatiaux. Même la gravité elle-même devient étrange à ces distances. Le Soleil n'est plus le seul acteur gravitationnel important. Les étoiles voisines, bien qu'à des années-lumière, exercent une attraction minuscule mais mesurable. Le centre galactique, à 26 000 années-lumière, crée un champ gravitationnel qui affecte les orbites des objets du nuage d'Oort externe. Nous parlons de quitter le système solaire
comme si c'était un simple voyage géographique. Mais c'est bien plus que cela. C'est s'échapper d'un ensemble imbriqué de frontières physiques, chacune imposée par des forces fondamentales différentes. La gravité nous retient jusqu'aux confins du nuage d'Oort. Le vent solaire nous enveloppe jusqu'à l'héliopause. Les champs magnétiques nous influencent peut-être encore plus loin. Quelle est donc la véritable limite? Où finit le système solaire et où commence l'espace interstellaire? La science ne peut pas donner de réponse définitive. Cela dépend de la définition que tu choisis. Si tu parles de l'influence gravitationnelle dominante du Soleil, alors le système solaire s'étend jusqu'au nuage d'Oort externe, peut-être à mi-chemin de l'étoile la plus proche. Si tu parles de la région dominée par le vent solaire, alors c'est l'héliopause. Si tu parles de la région contenant des objets en orbite stable autour du Soleil, la réponse dépend de définir ce que signifie stable sur quelles échelles de temps. La réalité est que l'univers ne dessine pas de lignes nettes. Les frontières sont des zones de transition, des gradients, des régions où une influence diminue tandis qu'une autre augmente. Le système solaire ne finit pas, il s'estompe. Et c'est peut-être là le mystère le plus profond. Nous cherchons des limites claires, des définitions précises. Parce que notre esprit humain préfère les catégories distinctes. Mais l'univers est flou, continu, infiniment complexe. Chaque réponse que nous trouvons soulève de nouvelles questions. Alors, concrètement, qu'avons-nous réellement tenté pour échapper à cette prison cosmique? Quelles technologies avons-nous développées? Et jusqu'où peuvent-elles nous mener? Les moteurs chimiques traditionnels, ceux qui propulsent nos fusées depuis la surface terrestre, fonctionnent par combustion. Ils brûlent du carburant, créent une expansion rapide de gaz chaud et expulsent ces gaz pour générer une poussée. Les moteurs des fusées Saturne V qui ont envoyé les astronautes vers la Lune utilisaient un mélange de kérosène et d'oxygène liquide. Les navettes spatiales utilisaient de l'hydrogène et de l'oxygène liquide. Ces moteurs sont puissants. Ils peuvent générer des millions de newtons de poussée. Mais leur efficacité, mesurée en ce qu'on appelle l'impulsion spécifique, reste limitée. L'impulsion spécifique indique combien de temps un moteur peut produire de la poussée avec une quantité donnée de carburant. Pour les meilleurs moteurs chimiques, cette valeur plafonne autour de 450 secondes. Cette limite physique découle de la vitesse d'éjection des gaz d'échappement, elle-même limitée par l'énergie chimique disponible dans les liaisons moléculaires du carburant. Tu ne peux pas brûler de l'hydrogène et obtenir des vitesses d'éjection infinies. La chimie impose des plafonds absolus. Résultat, pour atteindre des vitesses élevées, tu as besoin d'énormes quantités de carburant. La mission Apollo nécessitait une fusée Saturne V pesant 3000 tonnes au décollage. De cette masse, seulement 45 tonnes atteignaient l'orbite lunaire, moins de 2%. Le reste était du carburant et des étages de fusée abandonnés. Pour envoyer quelque chose hors du système solaire avec des moteurs chimiques, les proportions deviennent absurdes. Tu aurais besoin d'une fusée de la taille d'une montagne pour propulser une charge utile de la taille d'une voiture. C'est pourquoi les sondes interplanétaires utilisent une technique différente, l'assistance gravitationnelle. En passant près d'une planète, un vaisseau spatial peut voler une fraction infime de son énergie orbitale. La planète ralentit imperceptiblement, le vaisseau accélère significativement. Voyager. 2 en est l'exemple parfait. Lancée en 1977, elle a utilisé Jupiter pour accélérer vers Saturne, puis Saturne pour se diriger vers Uranus, puis Uranus pour atteindre Neptune. Chaque rencontre planétaire ajoutait de la vitesse sans brûler de carburant. Une chorégraphie gravitationnelle qui ne se présente que quelques fois par siècle, lorsque les planètes s'alignent favorablement. Mais même avec ces manœuvres intelligentes, les vitesses de finale restent modestes à l'échelle cosmique. Voyager. 2 voyages à environ 15 km par seconde par rapport au Soleil. Impressionnant, mais toujours seulement 0,05% de la vitesse de la lumière. Existe-t-il des alternatives? Oui, plusieurs, chacune avec ses propres compromis. Les moteurs ioniques accélèrent par des particules chargées électriquement à l'aide de champs électriques. Au lieu d'expulser des gaz chauds, ils expulsent des ions à très haute vitesse. Leur impulsion spécifique peut atteindre 3000 à 10 000 secondes, 10 à 20 fois supérieure aux moteurs chimiques. La sonde Dawn, lancée en 2007 pour étudier les astéroïdes Vesta et Cérès, utilisait 3 moteurs ioniques.
Il fonctionnait en ionisant du xénon et en l'accélérant à environ 30 km par seconde grâce à des grilles électriques. La poussée était minuscule, environ 90 millinewtons, à peine le poids d'une feuille de papier. Mais en fonctionnant continuellement pendant des années, ces moteurs ont permis à Dawn de modifier sa vitesse de plus de 11 km par seconde, un record pour une sonde spatiale utilisant sa propre propulsion. Le problème ? La puissance électrique nécessaire. Les moteurs ioniques ont besoin d'électricité pour créer les champs qui accélèrent mon lésion. Dawn utilisait des panneaux solaires, mais dans le système solaire externe, la lumière du soleil devient trop faible pour être utile. Tu aurais besoin de générateurs nucléaires ajoutant masse et complexité. Et même avec des moteurs ioniques, les accélérations restent lentes. Dawn a mis des années pour atteindre sa vitesse finale. Pour un voyage interstellaire nécessitant des vitesses de dizaines de milliers de kilomètres par seconde, les moteurs ioniques conventionnels resteraient insuffisants. Alors, que proposent pour les ingénieurs les plus audacieux ? Le projet Breakthrough Starshot, annoncé en 2016, envisage une approche radicalement différente. Au lieu d'embarquer du carburant, pourquoi ne pas pousser le vaisseau avec de la lumière ? Un faisceau laser extrêmement puissant, généré depuis la Terre, frapperait une voile ultra légère attachée à une minuscule sonde. La pression de radiation du laser accélérerait la voile jusqu'à 20% de la vitesse de la lumière. Les chiffres sont vertigineux. Le laser aurait une puissance de 100 gigawatts, environ 100 fois celle d'une centrale nucléaire typique. Il ne fonctionnerait que quelques minutes, le temps d'accélérer la voile. La voile elle-même mesurerait quelques mètres de côté, mais ne pèserait que quelques grammes, fabriquée dans des matériaux composites ultra minces. La charge utile, contenant caméra, instruments et émetteurs radio, pèserait environ 1 gramme. 1 gramme. Une sonde de la taille d'un timbre-poste, filant à 60 000 km par seconde vers Alpha du Centaure. Si tout fonctionnait parfaitement, cette sonde atteindrait le système stellaire le plus proche en environ 20 ans. Les images qu'elle capturerait mettraient 4,4 années supplémentaires pour nous parvenir à la vitesse de la lumière. 25 ans après le lancement, l'humanité verrait pour la première fois de près une autre étoile et ses planètes. Mais les défis techniques sont monumentaux. Construire un laser de 100 gigawatts dépasse largement nos capacités actuelles. Le focaliser avec suffisamment de précision pour frapper une cible de quelques mètres sur des millions de kilomètres nécessiterait une optique adaptative d'une sophistication inouïe. La voile devrait résister à des températures de plusieurs milliers de degrés durant l'accélération sans se déformer ou se déchirer. Et même si nous résolvions tous ces problèmes, il reste la question de la survie durant le voyage. À 20% de la vitesse de la lumière, chaque atome d'hydrogène rencontré frappe la sonde avec l'énergie d'une particule de rayon cosmique. Le milieu interstellaire, bien que ténu, deviendrait un bombardement constant de radiation intense. Comment protéger l'électronique ? Comment garantir que quelque chose fonctionnera encore après 20 ans d'exposition ? Certains proposent des solutions encore plus extrêmes. Le projet Daedalus, conçu dans les années 1970 par la British Interplanetary Society, imaginait un vaisseau propulsé par des explosions de fusion nucléaire. De petites pastilles de deutérium et d'hélium, 3 seraient comprimées par des faisceaux d'électrons jusqu'à atteindre les conditions de fusion. Les explosions résultantes, dirigées par un champ magnétique, propulseraient le vaisseau. Les calculs suggéraient qu'un tel engin pourrait atteindre 12% de la vitesse de la lumière. Mais il pèserait 54 000 tonnes au départ, principalement du carburant. La construction nécessiterait des ressources minières spatiales à une échelle industrielle que nous n'avons même pas commencé à développer. Le projet Longshot, conçu par la NASA dans les années 1990, proposait un design similaire mais plus conservateur, visant 4,5% de la vitesse de la lumière. Plus lent, mais peut-être plus réalisable. Tous ces projets partagent un problème commun. Ce sont des missions à sens unique. Aucun ne prévoit de ralentir à l'arrivée. Les sondes traverseraient le système cible à des dizaines de milliers de kilomètres par seconde, capturant quelques heures ou quelques jours de données avant de continuer dans le vide interstellaire pour toujours. Ralentir nécessiterait autant d'énergie qu'accélérer. Tu devrais soit transporter encore plus de carburant, soit avoir une deuxième voile et un laser installé à destination.
ce qui est évidemment impossible pour une première mission. Certains proposent le freinage magnétique, déployer un immense champ magnétique qui interagirait avec le milieu interstellaire, créant une traînée. Mais les calculs montrent que pour ralentir efficacement, tu aurais besoin d'un champ magnétique d'une taille et d'une intensité qui dépasse nos capacités de plusieurs ordres de grandeur. Alors, pendant que les ingénieurs débattent de ces concepts futuristes, quelle est notre capacité réelle aujourd'hui? La réponse est brutale. Nous pouvons envoyer de petites sondes robotiques qui mettront des dizaines de milliers d'années à sortir véritablement du système solaire. C'est tout. Nous ne pouvons pas envoyer d'êtres humains. Nous ne pouvons pas envoyer de gros équipements. Nous ne pouvons certainement pas envoyer quoi que ce soit qui pourrait ralentir et explorer véritablement un autre système stellaire. Et cela, c'est en supposant que tout fonctionne parfaitement. En réalité, l'espace est hostile d'une manière qui dépasse ce que la plupart des gens imaginent. Parlons maintenant de ce qui attend réellement un vaisseau spatial essayant de quitter le système solaire. Les dangers concrets, mesurables, mortels. Commençons par la radiation. Près de la Terre, nous sommes protégés par deux boucliers, le champ magnétique terrestre et l'atmosphère. Le champ magnétique détourne les particules chargées du vent solaire. L'atmosphère absorbe les rayonnements électromagnétiques nocifs et arrête les particules de haute énergie. Dans l'espace, ces protections disparaissent. Les astronautes de la Station spatiale internationale, en orbite basse, reçoivent toujours une certaine protection du champ magnétique terrestre. Ils sont exposés à environ 50 à 200 millisieverts par an, environ 50 fois plus que sur Terre, mais gérable pour des séjours de quelques mois. Les astronautes d'Apollo, voyageant vers la Lune, ont quitté cette protection. Durant leur mission d'une semaine, ils ont été exposés à environ 1 à 6 millisieverts, tolérable grâce à la brièveté du voyage. Mais un voyage interstellaire prendrait des décennies au minimum. Même à l'intérieur d'un vaisseau blindé, les rayons cosmiques galactiques pénétreraient. Ces particules sont tellement énergétiques qu'elles traversent des mètres de matériaux solides. Certaines ont des énergies dépassant 1 million d'électronvolts. Pour bloquer efficacement ce rayonnement, tu aurais besoin de plusieurs mètres d'eau, de polyéthylène ou d'un champ magnétique artificiel d'une puissance énorme. Ajouter plusieurs mètres de blindage signifie ajouter des centaines de tonnes de masse. Chaque kilogramme supplémentaire nécessite plus de carburant pour accélérer, aggravant le problème déjà insoluble de l'équation de la fusée. Certains proposent d'utiliser les réserves d'eau du vaisseau comme blindage, les plaçant autour de l'habitat. Intelligent, mais insuffisant pour les particules les plus énergétiques. Et la radiation n'est pas le seul danger. Il y a les micrométéorites. L'espace contient d'innombrables particules, depuis des grains de poussière microscopiques jusqu'à des rochers de plusieurs mètres. La plupart sont minuscules, mais à des vitesses interstellaires, même un grain de sable devient une arme dévastatrice. L'énergie cinétique est calculée comme la moitié de la masse multipliée par la vitesse au carré. Cette dépendance quadratique à la vitesse signifie que doubler la vitesse quadruple l'énergie d'impact. Un grain de sable d'un milligramme voyageant à 10% de la vitesse de la lumière, soit 30 000 km par seconde, porte une énergie cinétique de 450 mégajoules. C'est l'équivalent de 100 kg de TNT. Un seul grain de sable, ce grain percerait n'importe quel blindage raisonnable comme s'il n'existait pas, vaporisant instantanément tout ce qu'il touche, créant un plasma supersonique qui se propagerait à travers le vaisseau. À ces vitesses, la matière ordinaire se comporte différemment. L'impact ne ressemble plus à une collision mécanique classique, mais à une détonation nucléaire miniature. Les atomes de la particule et de la coque se fragmentent, libérant une cascade de particules secondaires mortelles. Combien de telles particules un vaisseau rencontrerait-il? Le milieu interstellaire contient environ 1 million de particules de poussière par kilomètre cube, selon les estimations. La plupart sont incroyablement petites, des nanomètres au micromètre, mais statistiquement, sur des distances d'années-lumière, tu rencontrerais également des particules plus grandes. Un vaisseau voyageant vers Alpha du Centaure traverserait environ 40 000 milliards de kilomètres. Même si seulement une fraction infinitésimale de ces particules était dangereuse, le risque cumulatif devient significatif.
Certains proposent un bouclier sacrificiel à l'avant du vaisseau, une plaque épaisse conçue pour absorber les impacts. Mais à ces énergies, même un bouclier de plusieurs tonnes serait lentement érodé, vaporisé atome par atome. D'autres suggèrent un champ magnétique puissant projeté devant le vaisseau, déviant les particules chargées. Mais les particules neutres, comme les grains de poussière, ne seraient pas affectées. Une proposition plus exotique implique un nuage de plasma projeté plusieurs kilomètres devant le vaisseau. Les particules entrantes frapperaient ce plasma, se vaporiseraient, et leur énergie se disperserait avant d'atteindre le vaisseau principal. Mais maintenir un tel nuage sur des décennies nécessiterait des quantités énormes d'énergie et de masse. Il y a aussi le problème de la navigation. À des vitesses relativistes, tu ne peux pas simplement diriger ton vaisseau en temps réel. La lumière elle-même prend du temps à voyager. Si tu détectes un obstacle à 1 million de kilomètres devant toi alors que tu voyages à 10% de la vitesse de la lumière, tu as environ 30 secondes pour réagir. Pas assez pour manœuvrer un vaisseau massif. Tu aurais besoin de systèmes automatisés capables de détecter et d'éviter les dangers instantanément, sans intervention humaine. Mais comment détecter une particule de quelques centimètres à des millions de kilomètres ? La lumière réfléchie serait infinitésimale. Peut-être pourrais-tu cartographier la région interstellaire à l'avance avec des télescopes, identifier les zones de densité de poussière plus élevées, planifier une route les évitant. Mais nos télescopes actuels ne peuvent pas détecter de petites particules à des années-lumière. Et même s'ils le pouvaient, le milieu interstellaire change. Les vents stellaires, les supernovas lointaines, les mouvements des nuages moléculaires créent une dynamique que nous ne comprenons que partiellement. Et nous n'avons même pas encore parlé de l'effet Doppler relativiste. À des vitesses significatives par rapport à la lumière, le rayonnement devant toi subit un décalage vers le bleu, augmentant son énergie. Le fond diffus cosmologique, normalement dans les micro-ondes, se décale vers des longueurs d'onde plus courtes. À 20% de la vitesse de la lumière, le rayonnement de phase devient nettement plus énergétique, ajoutant au bombardement de radiation que le vaisseau subit. Le vide spatial lui-même devient un environnement de radiation intense, simplement parce que tu te déplaces à travers lui à grande vitesse. Certains physiciens ont même calculé qu'à des vitesses suffisamment élevées, approchant la vitesse de la lumière, le fond diffus cosmologique deviendrait si énergétique qu'il chaufferait et détruirait tout vaisseau. C'est une limite fondamentale, indépendante de la technologie. L'univers lui-même impose un plafond de vitesse pratique bien en dessous de la vitesse de la lumière. Tous ces dangers ne sont pas théoriques. Nous les observons affectant nos sondes actuelles. Les impacts de micrométéorites ont endommagé plusieurs satellites. Les tempêtes solaires ont perturbé l'électronique spatiale. La radiation dégrade les panneaux solaires et les composants électroniques au fil du temps. Voyager. 1 et 2, malgré leur éloignement du Soleil, continuent de détecter des impacts occasionnels de particules de poussière. Leurs instruments ont mesuré le plasma créé par ces collisions, fournissant des données sur la densité et la composition du milieu interplanétaire. Mais ces sondes voyagent relativement lentement. Elles ont le temps de transmettre des données si quelque chose tourne mal. Un vaisseau interstellaire rapide n'aurait pas ce luxe. Un impact catastrophique à mi-chemin d'Alpha du Centaure signifierait la fin de la mission. Et nous ne le saurions que des années plus tard, lorsque les transmissions cesseraient. Le risque est inacceptable pour une mission habitée. Et même pour une mission robotique, le coût et les efforts nécessaires pour construire un vaisseau interstellaire sont si énormes que le perdre serait une catastrophe. Alors, que faisons-nous ? Comment surmontons-nous ces obstacles apparemment insurmontables ? La réponse honnête est que nous ne savons pas. Pas encore. Peut-être pas de notre vivant. Chaque solution proposée en crée de nouvelles problématiques. Chaque technologie envisagée nécessite des avancées dans des domaines multiples, chacune représentant des décennies de recherche. Et pendant que nous réfléchissons à ces problèmes techniques, l'univers continue son œuvre, car les dangers dont nous avons parlé, la radiation, les impacts, ne sont que le début. Il existe des phénomènes beaucoup plus violents, beaucoup plus énergétiques, qui rendent l'espace entre les étoiles non seulement difficile à traverser, mais potentiellement mortel, de manière que nous commençons à peine à comprendre. Le 23 février 2014, les instruments du télescope spatial Swift
ont détecté une explosion de rayons gamma provenant d'une galaxie située à 3,6 milliards d'années-lumière. La désignation était GRB 142-123A. Durant les premières 20 secondes, cette explosion a libéré plus d'énergie que notre Soleil n'en produira durant toute son existence de 10 milliards d'années. Si un tel événement se produisait dans notre galaxie, à seulement quelques milliers d'années-lumière, la radiation gamma stériliserait instantanément la moitié de la planète exposée. L'atmosphère se transformerait en un bain d'oxyde d'azote toxique. La couche d'ozone disparaîtrait. La vie complexe s'éteindrait en quelques semaines. Et il n'y aurait aucun avertissement. Les rayons gamma voyagent à la vitesse de la lumière. Le premier signe de l'explosion serait l'explosion elle-même. Pas de temps pour réagir. Pas de temps pour se protéger. Juste une annihilation instantanée. Voilà le genre de violence que l'univers peut déchaîner. Et un vaisseau tentant de traverser l'espace interstellaire devrait naviguer à travers ce champ de bataille cosmique. Les explosions de rayons gamma représentent les événements les plus énergétiques de l'univers, après le Big Bang lui-même. Elles se produisent lors de l'effondrement de certaines étoiles massives en trous noirs, ou lors de la collision de deux étoiles à neutrons. Le cœur de l'étoile s'effondre en une fraction de seconde, libérant instantanément une énergie équivalente à celle produite par des milliards de galaxies. Cette énergie ne se disperse pas uniformément dans toutes les directions. Elle se concentre en jets étroits, des faisceaux de radiation pure jaillissant des pôles de l'objet en rotation. Si tu te trouves dans la trajectoire d'un de ces jets, même à des milliers d'années-lumière, tu es exposé à un déluge de photons gamma si intense qu'ils déchirent les atomes eux-mêmes. Les scientifiques estiment qu'une explosion de rayons gamma se produit environ une fois par jour, quelque part dans l'univers observable. Notre galaxie, la Voie lactée, en produit probablement une tous les 100 000 à 1 million d'années. Les statistiques suggèrent que la Terre a déjà été frappée plusieurs fois durant son histoire de 4 milliards et demi d'années. Certains géologues pensent que l'extinction de l'Ordovicien, il y a 445 millions d'années, lorsque 85% des espèces marines ont disparu, pourrait avoir été déclenchée par une explosion de rayons gamma proches. Les preuves sont circonstancielles. Des anomalies isotopiques dans les roches de cette époque, mais troublantes. Un vaisseau interstellaire traversant la galaxie pendant des millénaires serait statistiquement exposé à ce risque. Pas d'une explosion proche qu'il détruirait instantanément, mais peut-être d'une explosion lointaine dont les effets affaibliraient progressivement les systèmes, endommageraient l'électronique, exposeraient les passagers à des doses de radiation mortelles. Et les explosions de rayons gamma ne sont qu'une catégorie de dangers. Il y a aussi les supernovas ordinaires. Quand une étoile massive épuise son carburant nucléaire, son cœur s'effondre. Les couches externes rebondissent dans une explosion qui libère autant d'énergie en quelques secondes que le Soleil en produira durant toute sa vie. L'étoile devient brièvement aussi brillante qu'une galaxie entière, visible à travers tout l'univers. La supernova S-N 1987A, observée le 23 février 1987, a explosé dans le grand nuage de Magellan, une galaxie satellite située à 168 000 années-lumière. Elle était visible à l'œil nu dans l'hémisphère sud pendant des mois. Les neutrinos de l'explosion ont été détectés par des observatoires souterrains 11 heures avant que la lumière visible n'atteigne la Terre, confirmant les théories sur l'effondrement du cœur stellaire. Cette explosion a libéré environ un faux d'énergie. Un faux équivaut à 10 puissance 51 erg, ou environ 200 fois l'énergie que le Soleil produira en 10 milliards d'années. Et la majeure partie de cette énergie a été emportée par les neutrinos, des particules fantomatiques qui traversent la matière comme si elles n'existaient pas. Mais même la fraction infime libérée sous forme de lumière et de particules chargées serait catastrophique pour toute vie à proximité. À une distance de 50 années-lumière, une supernova délivrerait une dose de radiation comparable à celle d'une explosion nucléaire. À 10 années-lumière, elle stériliserait probablement toute planète. Les astronomes ont identifié plusieurs étoiles candidates à des supernovas futures dans notre voisinage galactique. Bételgeuse, la géante rouge dans la constellation d'Orion, située à environ 550 années-lumière, montre des signes d'instabilité. Sa luminosité fluctue de manière imprévisible.
Elle pourrait exploser demain, dans 1000 ans ou dans 100 000 ans. Nous ne savons pas. Quand elle explosera, elle deviendra aussi brillante que la pleine lune, visible en plein jour. Mais à cette distance, elle ne représente aucun danger pour la Terre. La radiation se sera suffisamment dispersée pour être inoffensive. Plus préoccupante est Ika Pégasi, un système binaire situé à seulement 150 années-lumière. Il contient une naine blanche qui accumule progressivement de la matière de son étoile compagne. Si elle atteint une masse critique, elle détonnera dans une supernova de type 1, un événement encore plus lumineux qu'une supernova à effondrement de cœur. Mais même 150 années-lumière reste une distance sécuritaire. Pour que la Terre soit véritablement en danger, une supernova devrait se produire à moins de 30 années-lumière. Heureusement, aucune étoile candidate ne se trouve aussi près. Cependant, imagine un vaisseau interstellaire en route vers une étoile lointaine. Il ne peut pas s'écarter rapidement de sa trajectoire. Si une étoile proche de son chemin explosait, le vaisseau serait pris au piège. Même s'il détectait les signes précurseurs, même s'il essayait de changer de cap, l'inertie d'un vaisseau massif voyageant à des vitesses relativistes rendrait toute manœuvre d'évitement extrêmement lente. Et contrairement à la Terre, protégée par son champ magnétique et son atmosphère, un vaisseau spatial absorberait le plein impact de la tempête de radiation. Les particules de haute énergie pénétreraient la coque. Les systèmes électroniques seraient maintenant détruits par des cascades électromagnétiques. Toute vie à bord périrait. Il existe aussi des dangers moins spectaculaires, mais tout aussi mortels. Les vents stellaires, par exemple. Notre Soleil émet continuellement un flux de particules chargées. Le vent solaire s'écoulant à environ 400 km par seconde. Mais notre Soleil est une étoile calme, stable, de type spectral G. D'autres étoiles sont beaucoup plus violentes. Les étoiles de type O et B, les géantes bleues massives, émettent des vents stellaires des millions de fois plus intenses que le Soleil. Ces vents s'écoulent à plusieurs milliers de kilomètres par seconde, emportant une fraction significative de la masse de l'étoile dans l'espace. Eta Carinae, située à environ 7500 années-lumière, est une de ces étoiles extrêmes. Avec une masse estimée à 100 fois celle du Soleil, elle est si instable qu'elle éjecte périodiquement d'énormes quantités de matière. Au milieu du XIXe siècle, elle a connu une éruption majeure, appelée le Grand Événement, devenant brièvement la deuxième étoile plus brillante du ciel nocturne. Elle a éjecté environ 10 masses solaires de matière. Aujourd'hui, Eta Carinae reste enveloppée dans une nébuleuse de débris de ses éruptions passées. Le vent stellaire continue de sculpter cette matière, créant des structures complexes et turbulentes. Si un vaisseau devait traverser cette région, il serait bombardé par un flux de particules d'une densité et d'une énergie incomparables à tout ce que nous connaissons dans notre système solaire. Les étoiles de type Wolf-Rayet sont encore plus extrêmes. Ce sont des étoiles massives en fin de vie qui ont perdu leurs enveloppes d'hydrogène, exposant leur cœur brûlant. Leurs vents stellaires atteignent des vitesses de 2000 à 3000 km par seconde, emportant l'équivalent d'une masse terrestre par an. Un vaisseau traversant le voisinage d'une telle étoile serait soumis à un bombardement constant de particules de haute énergie. Le blindage serait érodé. Les surfaces exposées seraient pulvérisées atome par atome. Même à des distances de plusieurs années-lumière, ces vents créent des environnements hostiles. Et puis, il y a les régions H2, des nébuleuses d'hydrogène ionisé entourant les étoiles jeunes et chaudes. Le rayonnement ultraviolet intense de ces étoiles arrache les électrons des atomes d'hydrogène environnants, créant un plasma lumineux et turbulent. La nébuleuse d'Orion est un exemple proche, située à environ 1350 années-lumière. Ces régions sont magnifiques vues de loin. Des nuages colorés de gaz ionisés brillant dans des teintes roses et rouges. Mais de près, elles sont des infernaux de radiation et de particules énergétiques. Traverser une région H2 serait comme voler à travers l'intérieur d'une centrale nucléaire en fusion. Le milieu interstellaire lui-même varie considérablement en densité et en température. Les astronomes identifient plusieurs phases. Le milieu chaud ionisé, chauffé à des températures de millions de Kelvin par les chocs de supernova. Le milieu chaud neutre à environ 8000 Kelvin. Le milieu froid neutre à environ 80 Kelvin. Les nuages moléculaires, encore plus froids, où se forment les étoiles.
Chaque phase présente ses propres dangers. Le milieu chaud ionisé baigne dans les rayons X mous, radiation invisible mais pénétrante. Le milieu froid neutre, bien que moins énergétique, contient des densités de gaz beaucoup plus élevées. Un vaisseau voyageant à des vitesses relativistes à travers un nuage moléculaire rencontrerait une résistance similaire à celle d'un avion volant à travers une tempête. Les nuages moléculaires peuvent s'étendre sur des centaines d'années-lumière et contenir des millions de masses solaires de gaz et de poussière. Leurs intérieurs sont sombres, opaques, complètement obscurcis de la lumière des étoiles. Naviguer à travers un tel nuage serait comme voler aveuglément à travers un brouillard cosmique, sans visibilité, sans point de repère, avec seulement les instruments pour détecter les densités changeantes de gaz. Et ces nuages ne sont pas statiques. Ils évoluent, s'effondrent, se fragmentent, forment de nouvelles étoiles. Les vents et radiations de ces étoiles naissantes sculptent le nuage, créent des cavités, des piliers, des structures en constante évolution. Un itinéraire planifié des décennies à l'avance pourrait devenir obsolète, menant le vaisseau dans des régions devenues dangereuses. Il y a aussi les champs magnétiques interstellaires. La galaxie possède un champ magnétique global, bien que faible, de quelques microgauss. Mais localement, près des restes de supernovas ou des régions de formation stellaire, ces champs peuvent être des millions de fois plus intenses. Les particules chargées spiralent le long des lignes de champs magnétiques. Un vaisseau contenant des systèmes électroniques sensibles pourrait être affecté par des variations soudaines de ces champs. Les courants induits pourraient endommager les circuits. Les trajectoires de particules chargées pourraient être détournées de manières imprévisibles, concentrant la radiation en points chauds. Certaines régions de la galaxie sont simplement inhospitalières. Le centre galactique, par exemple, contient un trou noir, supermassif de 4 millions de masses solaires. La région environnante grouille d'étoiles denses, de nuages de gaz chaud, de champs magnétiques intenses et de niveaux de radiation qui rendraient toute approche suicidaire. Même sans s'approcher du centre, certaines régions du disque galactique sont plus dangereuses que d'autres. Les bracelets spiraux, où se concentrent les étoiles jeunes et massives, sont parsemés de supernovas et de régions H2. L'espace entre les bras, bien que plus calme, contient moins de ressources potentielles, moins d'étoiles à explorer. Et nous parlons toujours seulement de notre galaxie. L'espace intergalactique présente des défis encore plus extrêmes. Les distances entre galaxies se mesurent en millions d'années-lumière. Andromède, notre grande voisine, se trouve à 2 500 000 années-lumière. Entre nous et elle s'étend un vide, contenant seulement quelques galaxies naines et un gaz extrêmement ténu. Ce gaz, bien que dilué, n'est pas inerte. Il tombe lentement vers les grandes galaxies, chauffé par l'énergie gravitationnelle jusqu'à des millions de Kelvin. Il émet des rayons X faibles mais détectables. Les télescopes spatiaux comme Chandra ont cartographié ces émissions, révélant des structures filamenteuses reliant les galaxies. Traverser l'espace intergalactique nécessiterait des échelles de temps géologiques, même à des vitesses proches de celles de la lumière. Un vaisseau lancé aujourd'hui vers Andromède, voyageant à 10% de la vitesse de la lumière, arriverait dans 25 millions d'années. Plus longtemps que l'existence de l'espèce humaine. Plus longtemps que l'existence des primates. Les dinosaures s'éteignirent il y a 66 millions d'années, seulement 3 fois cette durée. Qui pourrait construire quelque chose destiné à fonctionner pendant 25 millions d'années? Aucune civilisation que nous connaissons n'a duré plus de quelques milliers d'années sous une forme reconnaissable. Les pyramides d'Égypte, parmi nos plus anciennes structures, ont moins de 5000 ans et elles sont déjà en ruine. Les sondes que nous avons lancées, Voyager, Pioneer, New Horizons, porteront peut-être les dernières traces de notre civilisation longtemps après que la Terre elle-même aura disparu. Dans 5 milliards d'années, le Soleil se transformera en géante rouge, avalant Mercure, Vénus, probablement la Terre. Les océans s'évaporeront. L'atmosphère sera arrachée. La surface fondra en lave, mais voyager. Un continuera son voyage silencieux à travers les ténèbres interstellaires. Dans 40 000 ans, elle passera à environ 1,6 années-lumière de l'étoile Gliese, 4,45 dans la constellation de la Girafe. Dans 296 000 ans, elle approchera l'étoile Sirius
à environ 4,3 années-lumière. Ces rencontres seront lointaines, pas de véritable visite, mais de simples passages à distance cosmique. Voyager ne s'arrêtera jamais. Elle n'atterrira jamais. Elle voyagera pour toujours, ou jusqu'à ce qu'elle rencontre quelque chose, une étoile, un nuage de gaz, ou peut-être une autre civilisation. Elle porte un disque doré contenant des sons et des images de la Terre. Des salutations en 55 langues, de la musique de Bach, de Mozart, de Chuck Berry. Des images de notre planète, de nos villes, de nos visages. Instructions pour décoder le tout gravé sur la surface. C'est un message dans une bouteille lancée dans un océan cosmique. Les chances qu'il soit trouvé sont infinitésimales. Mais il existera, portant témoignage que nous avons existé, que nous avons essayé de toucher les étoiles. Et peut-être, dans des milliards d'années, quand le Soleil sera devenu une naine blanche froide, quand toutes les étoiles de notre type spectral auront depuis longtemps disparu, voyager continuera-t-elle de dériver, un artefact d'une époque révolue, un fossile technologique flottant à travers une galaxie transformée, méconnaissable. Les explosions, les vents stellaires, les nuages denses, les champs magnétiques, toutes ces forces sculptent la galaxie en un paysage dynamique et dangereux. Et nous voulons le traverser. Nous voulons envoyer des vaisseaux fragiles, remplis d'électronique délicate et peut-être de vie, à travers ce champ de bataille. L'arrogance de cette ambition est stupéfiante, mais aussi son courage, car malgré tous ces dangers, malgré les distances écrasantes et les énergies dévastatrices, nous continuons de rêver, nous planifions, nous calculons, nous cherchons des moyens. Peut-être que la vraie question n'est pas si nous pouvons quitter le système solaire, mais pourquoi nous le voulons tellement ? Qu'est-ce qui nous pousse à regarder vers les étoiles malgré les obstacles apparemment insurmontables ? La réponse se trouve peut-être dans la nature même de ce que signifie être humain. Nous sommes des explorateurs. Depuis nos premiers ancêtres quittant l'Afrique, nous avons toujours cherché à savoir ce qui se trouve au-delà de l'horizon. Les océans ne nous ont pas arrêtés. Les montagnes ne nous ont pas arrêtés. Pourquoi le vide spatial le ferait-il ? Mais il y a une différence fondamentale. Les océans et les montagnes ne tentaient pas activement de nous tuer. Ils présentèrent des défis, certes, mais pas des énergies capables de vaporiser des planètes entières. L'espace n'est pas simplement un environnement neutre et dangereux. C'est un univers régi par des forces qui dépassent notre échelle de plusieurs ordres de grandeur. Et peut-être sommes-nous simplement trop petits, trop fragiles, trop éphémères pour y avoir véritablement notre place, à moins que nous ne soyons pas destinés à survivre, à moins que la difficulté même de quitter notre système solaire soit un filtre cosmique, un test que la plupart des civilisations échouent. Cette idée s'appelle la grande filtre, et elle est terrifiante dans ses implications. Pense à cela. L'univers observable contient environ 200 milliards de galaxies. Chaque galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles. Autour de ces étoiles orbitent des planètes. Peut-être des billions de billions au total. Les lois de la chimie et de la physique sont les mêmes partout. Si la vie est apparue ici, sur ce petit rocher humide tournant autour d'une étoile banale, pourquoi ne serait-elle pas apparue ailleurs ? Les statistiques suggèrent que l'univers devrait grouiller de vie. Des civilisations devraient avoir émergé des millions d'années avant nous. Certaines n'auraient dû développer une technologie nous dépassant aussi largement que nous dépassons les bactéries. Elles auraient dû coloniser leur galaxie, construire des structures visibles à travers l'univers, laisser des traces indéniables de leur existence. Et pourtant, nous ne voyons rien. Le silence est absolu. C'est le paradoxe de Fermi, formulé par le physicien Enrico Fermi en 1950 lors d'un déjeuner informel. Où sont-ils tous ? Les tentatives de réponse à cette question révèlent des vérités inconfortables sur notre place dans l'univers. Peut-être sommes-nous les premiers. Dans un univers de 13 milliards 800 millions d'années, peut-être que les conditions nécessaires à la vie intelligente ne sont apparues que récemment. Les premières générations d'étoiles ne contenaient pratiquement pas d'éléments lourds, seulement de l'hydrogène et de l'hélium du Big Bang. Pas de carbone, pas d'oxygène, pas de fer. Pas de possibilité de planètes rocheuses, encore moins de chimie organique complexe. Ces étoiles ont dû vivre et mourir,
forger dans leur cœur et leurs explosions les atomes nécessaires à la vie. Ce processus a pris des milliards d'années. Notre Soleil est une étoile de 3e génération, peut-être même de 4e. Son système planétaire est né du cadavre enrichi d'étoiles antérieures. Peut-être que nous faisons partie de la première vague de civilisation possible. Dans 1 milliard d'années, 10 milliards d'années, l'univers sera peuplé d'intelligence regardant en arrière vers notre époque, comme nous regardons vers les premières secondes après le Big Bang. Nous serons les anciens, les précurseurs, disparus depuis des éons. Cette idée a quelque chose de grandiose, mais aussi de mélancolique. Être les premiers signifie être seul. Personne pour nous guider, personne pour nous montrer comment survivre aux pièges qui nous attendent. Car l'alternative est plus sombre encore. Peut-être que nous ne sommes pas les premiers. Peut-être que des civilisations innombrables nous ont précédés. Et peut-être qu'elles ont toutes échoué. Quelque part entre l'émergence de la vie simple et la colonisation galactique se trouve un obstacle si difficile que presque personne ne le franchit. Un filtre qui élimine les civilisations, les empêche d'atteindre une échelle où elles deviendraient invisibles à travers l'univers. Ce filtre pourrait se situer derrière nous. Peut-être que l'apparition de la vie elle-même est incroyablement rare. Peut-être que le saut de la vie simple à la vie complexe, l'émergence des cellules eucaryotes, a pris des milliards d'années sur Terre et pourrait ne jamais se produire ailleurs. Peut-être que l'intelligence est un accident statistique si improbable que nous sommes effectivement seuls dans la galaxie, sinon l'univers. Si le filtre est derrière nous, alors nous avons de la chance. Nous avons déjà franchi l'obstacle le plus difficile. L'avenir, bien que semé d'embûches, reste ouvert. Mais si le filtre est devant nous, alors nous sommes condamnés. Quelque chose attend toutes les civilisations atteignant notre stade de développement. Quelque chose qui les détruit avant qu'elles puissent se répandre au-delà de leur monde natal. Quoi exactement ? Les possibilités sont nombreuses et toutes troublantes. Peut-être que toute civilisation suffisamment avancée développe inévitablement des armes capables de l'autodétruire. Les armes nucléaires nous ont amenés au bord du gouffre durant la guerre froide. Nous avons évité l'annihilation par chance autant que par sagesse. Des technologies futures, nanotechnologie, intelligence artificielle, ingénierie biologique pourraient me présenter des risques encore plus grands. Une machine autoréplicative incontrôlée pourrait transformer une planète entière en copie d'elle-même en quelques semaines. Un agent pathogène conçu pourrait éradiquer une espèce avant que des contre-mesures soient développées. Une intelligence artificielle, superhumaine, pourrait décider que ses créateurs biologiques sont obsolètes. Peut-être que chaque civilisation finit par créer quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. Un moment prométhéen où le feu volé aux dieux consume tout. Ou peut-être que le problème est plus subtil. Peut-être que les civilisations avancées perdent simplement la volonté d'explorer. Pourquoi risquer le coût énorme et les dangers du voyage spatial quand tu peux créer des réalités virtuelles indiscernables de la réalité ? Pourquoi coloniser d'autres mondes quand tu peux vivre dans des paradis simulés parfaits ? Une civilisation pourrait se retirer dans ses propres créations numériques, abandonnant l'univers physique. Vue de l'extérieur, elle semblerait disparaître, devenir silencieuse, alors qu'en réalité, elle prospère dans des dimensions informatiques invisibles. Ou peut-être y a-t-il quelque chose d'intrinsèquement impossible dans le voyage interstellaire. Pas seulement difficile, mais fondamentalement hors de portée. Les distances sont trop vastes, les énergies requises trop grandes, les dangers trop nombreux. Chaque civilisation fait les mêmes calculs que nous et arrive à la même conclusion désespérée. Nous sommes piégés. Cette pensée est insupportable. Imaginez que l'humanité pourrait atteindre les étoiles en rêve seulement, que nos descendants pourraient regarder le ciel nocturne avec nostalgie et résignation, sachant que ces points de lumière resteront à jamais hors de portée. Mais il existe une autre possibilité, peut-être la plus étrange de toutes. Peut-être qu'ils sont déjà là. Peut-être que des civilisations avancées observent la galaxie, nous observent, mais choisissent de rester silencieuses. Cette hypothèse, appelée l'hypothèse du zoo, suggère que nous sommes une réserve naturelle cosmique, protégée et étudiée, mais non contactée. Pourquoi ? Peut-être pour ne pas contaminer notre développement naturel.
Peut-être qu'il existe une sorte de directive première galactique, un accord entre civilisations avancées de ne pas interférer avec les espèces moins développées. Ou peut-être sommes-nous simplement inintéressants. Une civilisation capable de manipuler l'énergie stellaire, de voyager entre galaxies, de réorganiser la matière à volonté, pourrait nous considérer comme nous considérons les fourmis. Digne d'une observation occasionnelle, peut-être, mais pas de conversation. Ces idées touchent à quelque chose de profondément dérangeant dans la psyché humaine. Nous voulons être importants. Nous voulons que notre existence ait du sens. La possibilité que nous soyons cosmiquement insignifiants, que l'univers entier soit indifférent à notre existence, défie notre besoin de but et de signification. Et pourtant, les échelles de l'univers suggèrent exactement cette insignifiance. La Terre mesure environ 12 700 km de diamètre. Le Soleil pourrait contenir 1 300 000 terres, mais le Soleil lui-même n'est qu'une étoile parmi environ 400 milliards dans la Voie lactée. Et la Voie lactée n'est qu'une galaxie parmi 200 milliards dans l'univers observable. Si tu représentais l'univers observable comme la Terre, notre galaxie serait plus petite qu'une cellule sanguine. Le système solaire serait plus petit qu'un atome. La Terre serait plus petite qu'un noyau atomique. Tu, en tant qu'individu, serais plus petit que tout ce que nous pouvons mesurer. Ces échelles écrasent l'ego humain. Elles rendent ridicules nos guerres, nos frontières, nos divisions. Vue depuis l'espace, la Terre n'a pas de ligne la divisant en nations. Les astronautes reviennent souvent transformés par cette perspective, parlant d'une prise de conscience viscérale de notre unité et de notre fragilité. Carl Sagan a capturé cette pensée dans sa réflexion sur la photo du point bleu pâle, prise par Voyager 1 en 1990 depuis une distance de 6 milliards de kilomètres. La Terre apparaît comme un pixel unique, un point de lumière suspendu dans un rayon de soleil. Sagan a écrit que tous ceux que nous avons aimés, tous ceux dont nous avons entendu parler, chaque héros et chaque lâche, chaque créateur et destructeur de civilisation ont vécu sur ce grain de poussière. Maintenant, étends cette perspective. De la Terre au système solaire, une augmentation d'échelle qui rend notre planète invisible. Du système solaire à la galaxie, une autre augmentation qui rend le Soleil indiscernable parmi des milliards d'autres. De la galaxie à l'univers observable, encore une augmentation qui rend la Voie lactée elle-même insignifiante. Et puis, rappelle-toi que l'univers observable n'est probablement qu'une fraction de l'univers total. Au-delà de la limite imposée par la vitesse de la lumière et l'âge de l'univers, se trouve peut-être un espace infini, contenant des structures que nous ne verrons jamais, des événements dont nous ne saurons jamais rien. Certains modèles cosmologiques suggèrent que notre univers lui-même n'est qu'un parmi une infinité d'autres, chacun avec ses propres lois physiques, ses propres constantes, sa propre histoire. Si ces modèles sont corrects, alors la hiérarchie d'insignifiance continue au-delà de tout ce que nous pouvons observer ou même imaginer. Face à cette immensité, comment trouvons-nous du sens? Comment justifions-nous l'idée que ce que nous faisons importe? Certains se tournent vers la philosophie ou la religion, cherchant un sens dans des cadres qui transcendent l'univers physique. D'autres embrassent le nihilisme, acceptant que rien n'a de sens intrinsèque et trouvant paradoxalement une liberté dans cette acceptation. Mais peut-être y a-t-il une troisième voie. Peut-être que le sens n'est pas quelque chose qui existe indépendamment de nous, attendant d'être découvert. Peut-être que le sens est quelque chose que nous créons par nos actions, nos relations, nos efforts pour comprendre et explorer. L'univers peut être indifférent à notre existence, mais nous ne sommes pas indifférents à lui. Nous posons des questions, nous cherchons à comprendre, nous construisons des télescopes pour sonder l'invisible, nous envoyons des sondes aux confins de notre système solaire, nous rêvons d'atteindre les étoiles. Cette curiosité, cette volonté de savoir, pourrait être la caractéristique la plus importante de l'humanité. Pas notre technologie, pas notre intelligence abstraite, mais notre refus d'accepter l'ignorance. Notre insistance que même face à un univers écrasant et incompréhensible, nous essaierons de comprendre. Et peut-être que cet effort lui-même a de la valeur. Peut-être que dans un univers autrement inconscient, l'existence d'êtres capables de le contempler, de l'apprécier, de chercher à le comprendre, représente quelque chose d'important. Nous sommes la façon dont l'univers se connaît lui-même, comme l'a dit Sagan.
Mais cette connaissance révèle des vérités qui sont souvent inconfortables. Car nous commençons maintenant à comprendre non seulement l'échelle de l'univers, mais aussi son destin ultime. L'univers s'étend. Les galaxies s'éloignent les unes des autres, emportées par l'expansion de l'espace lui-même. Cette expansion accélère, poussée par quelque chose que nous appelons énergie sombre, bien que nous ne comprenions pas ce que c'est. Dans des milliards d'années, cette expansion aura emporté les galaxies lointaines au-delà de notre horizon cosmologique. Leur lumière, étirée par l'expansion, deviendra trop rouge, trop faible pour être détectée. Les galaxies disparaîtront une par une de notre ciel. Finalement, dans quelques billions d'années, seul notre groupe local de galaxies restera visible. Andromède aura fusionné avec la Voie lactée pour former une super-galaxie elliptique. Les quelques galaxies naines liées gravitationnellement à nous auront également fusionné ou été détruites. Et au-delà, le ciel sera noir. Complètement noir. Les civilisations futures, si elles existent, regarderont le ciel et ne verront qu'une seule galaxie, la leur. Elles ne pourront pas déduire l'existence de l'univers plus large. Les preuves de l'expansion, du Big Bang, de la structure cosmique à grande échelle auront disparu. Elles vivront dans un univers apparemment statique, éternel, sans histoire observable. Nous vivons dans une époque privilégiée, un moment cosmique où l'histoire de l'univers reste lisible dans le ciel nocturne. Dans un futur lointain, cette fenêtre se fermera. Et c'est seulement le début de la fin. Les étoiles continueront de brûler leur carburant nucléaire. Les plus massives exploseront en supernova. Les moins massives s'éteindront lentement en naines blanches froides. La formation de nouvelles étoiles ralentira à mesure que le gaz disponible s'épuisera. Dans 100 billions d'années, l'ère des étoiles sera terminée. L'univers sera sombre, froid, peuplé seulement de cadavres stellaires, naines blanches, étoiles à neutrons, trous noirs. Quelques naines rouges pourraient encore briller faiblement, mais elles aussi finiront par s'éteindre. Les trous noirs, ces monstres gravitationnels que nous pensions éternels, s'évaporeront lentement à travers un processus quantique appelé radiation de Hawking. Un trou noir de masse solaire mettrait 10 puissance 67 ans à s'évaporer complètement. Les trous noirs supermassifs au centre des galaxies, contenant des milliards de masses solaires, persisteront jusqu'à 10 puissance 100 ans. Ces nombres dépassent toute tentative de compréhension intuitive. L'univers actuel a seulement 10 puissance 10 ans. Nous parlons d'échelles de temps des trillions de trillions de trillions de fois plus longues. Et finalement, après un temps si vaste que le qualifier d'éternité semble presque raisonnable, même les trous noirs auront disparu. L'univers sera rempli seulement de particules élémentaires isolées, de photons étirés jusqu'à des longueurs d'onde plus grandes que des galaxies, dérivant à travers un espace en expansion sans fin. La température approchera le zéro absolu. L'entropie atteindra son maximum. Plus rien ne pourra arriver. C'est ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers, un état d'équilibre total et éternel où le temps lui-même perd son sens. Voilà le destin ultime de tout. Non seulement l'humanité, non seulement la Terre ou le Soleil, mais chaque étoile, chaque galaxie, chaque structure que l'univers a jamais créée. Tout s'effacera dans le froid et le noir. Face à cette fin inévitable, quelle importance ont nos efforts? Pourquoi lutter pour quitter le système solaire? Pour atteindre les étoiles? Pour construire une civilisation interstellaire si tout est condamné de toute façon? La question est ancienne. Les philosophes l'ont posée sous diverses formes depuis des millénaires. Si nous sommes mortels, pourquoi vivre? Si tout effort finit par échouer, pourquoi essayer? Et les réponses, bien que variées, pointent généralement vers la même direction, parce que le voyage lui-même a de la valeur. Parce que nous sommes ici maintenant, et que ce moment compte même s'il ne dure pas éternellement. L'univers finira peut-être dans le froid et le noir, mais ce n'est pas maintenant. Maintenant, des étoiles brillent, des planètes tournent, la vie existe, pense, ressent, explore. Et cela, aussi éphémère soit-il à l'échelle cosmique, est quelque chose de remarquable. Peut-être que notre destin est de briller brièvement avant de nous éteindre. Peut-être que c'est le destin de toute civilisation, de toute vie. Mais durant notre brève existence, nous pouvons choisir comment vivre.
nous pouvons choisir de rester sur notre monde natal, regardant les étoiles avec envie. Ou nous pouvons choisir d'essayer de les atteindre, sachant que nous échouerons probablement, mais essayant quand même. Car c'est peut-être là la vraie réponse au paradoxe de Fermi. Peut-être que la plupart des civilisations font les calculs, voient les obstacles et choisissent de ne pas essayer. Peut-être qu'elles se contentent de leur système natal, vivant leur vie, puis s'éteignant sans avoir jamais touché les étoiles. Et peut-être que quelques-unes, juste quelques-unes, choisissent que différemment. Elles regardent les distances impossibles, les énergies dévastatrices, la probabilité écrasante d'échec et disent « nous essaierons quand même ». Peut-être que c'est ce qui sépare les civilisations qui restent confinées de celles qui se répandent. Pas la technologie, pas l'intelligence, mais le courage. L'audace irrationnelle de défier l'univers même quand tout dit que tu devrais accepter tes limites. Sommes-nous cette civilisation? Le découvrirons-nous? L'histoire de l'humanité pourrait se résumer en une série de frontières franchies. De la vallée du Grand Rift en Afrique, nos ancêtres se sont répandus à travers les continents. Ils ont traversé des déserts qui semblaient infinis. Ils ont franchi des océans sur des embarcations qui auraient dû couler. Ils ont escaladé des montagnes qui touchaient les nuages. À chaque étape, ils affrontaient l'impossible et le rendaient banal. Puis vint la dernière frontière terrestre. Au XXe siècle, il ne restait plus de territoires inexplorés. Chaque continent était cartographié, chaque océan traversé. Même les pôles, ces derniers bastions de nature sauvage, avaient été conquis. Pour la première fois dans notre histoire, nous ne pouvions plus simplement marcher vers un nouvel horizon. Alors, nous avons regardé vers le haut. Le 12 avril 1961, Youri Gagarin est devenu le premier humain dans l'espace. Son vol a duré 108 minutes, un peu plus d'une orbite autour de la Terre. Mais dans ces 108 minutes, il a transformé l'humanité en espèce spatiale. Il a prouvé que nous n'étions plus liés à la surface de notre monde. 8 ans plus tard, Neil Armstrong posait le pied sur la Lune. Un demi-milliard de personnes ont regardé à la télévision ce moment impossible devenir réalité. Pour une brève période, il semblait que rien ne pourrait nous arrêter. Mars dans les années 80, les lunes de Jupiter avant la fin du siècle, les étoiles dans nos vies. Mais cet optimisme s'est évaporé. Les missions lunaires ont cessé en 1972. Aucun humain n'est retourné depuis. Nous restons confinés à l'orbite terrestre basse, tournant en rond à quelques centaines de kilomètres de la surface. Les rêves grandioses de colonies spatiales et de vaisseaux interstellaires sont restés exactement cela. Des rêves. Pourquoi? Pas par manque de capacité technique. Nous aurions pu retourner sur la Lune. Nous aurions pu envoyer des humains sur Mars. Mais nous avons choisi de ne pas le faire. Les priorités ont changé. L'argent est allé ailleurs. La volonté politique s'est évaporée. Peut-être que c'est la vraie leçon. La technologie n'est pas le facteur limitant, c'est la volonté. C'est le choix collectif d'une civilisation de consacrer ses ressources à l'exploration plutôt qu'à d'autres objectifs. Et ce choix devient plus difficile à mesure que les défis augmentent. Envoyer des humains en orbite terrestre est difficile, mais faisable. Envoyer des humains sur la Lune demande plus d'efforts, mais reste dans nos capacités. Envoyer des humains sur Mars nécessiterait un engagement de ressources et de temps que peu de nations semblent prêtes à accepter. Et envoyer des humains vers les étoiles? Cela nécessiterait un engagement dépassant celui de n'importe quel projet dans l'histoire humaine. Un effort soutenu sur des générations, peut-être des siècles. Une mobilisation de ressources à l'échelle planétaire. Une vision partagée capable de survivre aux changements de gouvernement, aux crises économiques, aux guerres et aux désastres naturels. Aucune civilisation dans l'histoire n'a démontré une telle continuité de buts. Les empires durent quelques siècles au mieux avant de s'effondrer ou de se transformer au-delà de toute reconnaissance. Les religions persistent plus longtemps, mais évoluent, se fragmentent, perdent leur force unificatrice. Même les langues changent sur des échelles de temps de quelques générations. Comment pourrions-nous construire quelque chose destiné à fonctionner pendant des millénaires? Comment pourrions-nous garantir qu'un projet commencé aujourd'hui serait poursuivi par nos arrière-arrière-petits-enfants qui vivront dans un monde que nous ne pouvons imaginer?
Certains proposent des solutions technologiques à ce problème humain. Si nous ne pouvons pas maintenir la volonté durant des générations, alors automatisons le processus. Construisons une intelligence artificielle avec pour unique objectif d'atteindre les étoiles. Donnons-lui les ressources et l'autonomie pour poursuivre cet objectif indépendamment des caprices humains. Cette IA pourrait concevoir et construire des vaisseaux spatiaux. Elle pourrait se répliquer, créer des copies d'elle-même pour gérer différents aspects de la mission. Elle n'aurait pas besoin de nourriture, d'eau, d'air. Elle pourrait entrer en hibernation durant les longs voyages, se réveillant seulement lorsque nécessaire. Elle pourrait survivre aux radiations, aux impacts, aux pannes d'équipement, se réparant elle-même ou construisant des remplacements. En théorie, une telle intelligence artificielle pourrait accomplir ce que les humains biologiques ne peuvent pas. Elle pourrait traverser le gouffre entre les étoiles, non pas en quelques décennies, mais en acceptant que le voyage prenne des millénaires si nécessaire. Mais cela soulève une question troublante. Si nous envoyons des machines intelligentes plutôt que des humains, est-ce vraiment nous qui atteignons les étoiles ? Ou est-ce nos créations qui nous remplacent, poursuivant nos rêves après que nous ayons disparu ? Peut-être que c'est inévitable. Peut-être que la vie biologique est simplement une étape intermédiaire, un pont entre la matière inanimée et l'intelligence vraiment durable. Peut-être que chaque civilisation finit par créer des successeurs artificiels mieux adaptés à l'environnement spatial. Cette pensée est à la fois réconfortante et mélancolique. Réconfortante parce qu'elle suggère que quelque chose de nous, nos connaissances, nos valeurs, nos rêves, pourrait survivre et se répandre à travers les étoiles. Mélancolique parce qu'elle implique que nous, les créatures de chair et de sang, ne verrons jamais ces merveilles de nos propres yeux. À moins que nous ne trouvions une autre voie, à moins que nous ne transformions nos propres corps, fusionnant le biologique et le technologique jusqu'à ce que la distinction perde son sens. Des humains augmentés par des implants capables de survivre aux radiations. Des esprits téléchargés dans des substrats électroniques pouvant fonctionner pendant des millénaires. Des hybrides de chair et de machines combinant les forces des deux. Ces concepts relèvent encore de la science-fiction. Mais il y a un siècle, les smartphones, Internet et les sondes spatiales aux confins du système solaire relevaient également de la science-fiction. La technologie accélère. Ce qui semble impossible aujourd'hui pourrait devenir banal dans quelques générations. Mais même avec une technologie miraculeuse résolvant tous les problèmes pratiques, il reste la question fondamentale. Pourquoi ? Pourquoi devrions-nous quitter le système solaire ? Quelle nécessité nous pousse vers les étoiles ? La survie est une réponse. Mettre tous nos œufs dans le même panier planétaire est risqué. Un astéroïde, une super éruption volcanique, une guerre nucléaire, une pandémie, un changement climatique catastrophique, n'importe lequel de ces événements pourrait éradiquer l'humanité. Si nous nous répandons à travers plusieurs mondes, plusieurs systèmes stellaires, notre survie devient statistiquement plus probable. Mais soyons honnêtes, cette justification, bien que rationnelle, ne capture pas vraiment pourquoi nous voulons aller. Ce n'est pas la survie abstraite d'une espèce future qui fait briller les yeux des enfants regardant le ciel nocturne. Ce n'est pas un calcul de probabilité qui pousse les scientifiques à consacrer leur vie à l'étude des planètes lointaines. C'est quelque chose de plus profond. C'est la curiosité, c'est l'émerveillement, c'est le désir presque irrépressible de voir ce qui se trouve au-delà de l'horizon, même si cet horizon se trouve à des années-lumière. Les humains sont des créatures narratives. Nous comprenons le monde à travers des histoires. Et l'histoire d'une espèce confinée à une seule planète, tournant en rond dans l'orbite terrestre pendant des siècles, n'est pas une histoire qui inspire. C'est une histoire de stagnation, de potentiel non réalisé, de rêves abandonnés. Mais l'histoire d'une espèce atteignant les étoiles, affrontant l'impossible et triomphant, découvrant de nouveaux mondes et peut-être de nouvelles vies, c'est une histoire qui donne du sens à nos luttes présentes. C'est une histoire qui justifie les sacrifices, qui unit les générations dans un but commun. Peut-être avons-nous besoin de cette histoire. Peut-être que sans elle, sans un objectif transcendant nos préoccupations immédiates, nous nous perdons dans les conflits mesquins, les divisions tribales, l'incapacité à coopérer sur les défis globaux. L'exploration spatiale a historiquement uni les gens.
Les missions Apollo ont été suivies par des milliards de personnes à travers les divisions politiques, culturelles, idéologiques. Pour un bref moment, nous n'étions pas américains ou soviétiques, orientaux ou occidentaux. Nous étions des humains, témoins de notre espèce franchissant une frontière cosmique. Imagine l'effet d'une mission vers une autre étoile. Des générations travaillant ensemble sur un projet qui ne bénéficiera qu'à leurs lointains descendants. Une coopération internationale à une échelle jamais vue. Un but partagé capable de survivre aux changements politiques parce qu'il transcende toute politique individuelle. C'est peut-être idéaliste, peut-être naïf. L'histoire humaine est remplie d'exemples de coopération s'effondrant, de grands projets abandonnés, de promesses trahies. Mais l'histoire est également remplie d'exemples d'humains accomplissant l'extraordinaire quand ils croient en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Les cathédrales médiévales ont pris des siècles à construire. Les artisans qui posaient les premières pierres savaient qu'ils ne verraient jamais l'édifice terminé, mais ils travaillaient quand même, portés par une vision partagée et la foi que leurs efforts contribuaient à quelque chose de durable. Pourrions-nous retrouver cette capacité ? Pourrions-nous construire des projets s'étendant sur des siècles, pas pour un Dieu dans le ciel, mais pour la possibilité de toucher les étoiles ? Les défis techniques dont nous avons parlé, les distances impossibles, les énergies dévastatrices, les dangers mortels, sont tous réels. Mais ils ne sont pas insurmontables par les lois de la physique. Ils sont insurmontables seulement par nos limitations actuelles de technologie, de ressources et de volonté. Les lois de la physique permettent le voyage à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Elles permettent des moteurs à fusion, des voiles laser, des vaisseaux générationnels. Rien ne viole les principes fondamentaux, c'est seulement difficile. Extraordinairement difficile, mais difficile n'est pas impossible. L'histoire de la technologie est une histoire de rendre le difficile routinier. Le vol était impossible, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. L'espace était hors de portée, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Les communications instantanées à travers le globe relevèrent de la magie jusqu'à ce qu'elles deviennent banales. Chaque avancée semblait miraculeuse jusqu'à ce qu'elle soit comprise, puis exploitée, puis dépassée. Pourquoi le voyage interstellaire serait-il différent ? Peut-être qu'il ne l'était pas. Peut-être que dans quelques siècles, nos descendants regarderont en arrière vers notre époque et s'émerveilleront que nous doutions de notre capacité à atteindre les étoiles. Peut-être qu'ils voyageront routinièrement entre systèmes stellaires, considérant les distances qui nous semblent impossibles, comme nous considérons le voyage transatlantique. Long, peut-être ennuyeux, mais certainement pas miraculeux. Ou peut-être que nous nous trompons. Peut-être que le voyage interstellaire restera à jamais hors de portée, une asymptote que nous pouvons approcher mais jamais atteindre. Peut-être que l'univers est structuré de telle sorte que les civilisations restent confinées à leur système natal, des îles isolées dans un océan cosmique intraversable. Si c'est vrai, alors notre destin est de vivre et de mourir dans ce système solaire. Nous pourrions coloniser Mars, terraformer Vénus, construire des habitats dans les ceintures d'astéroïdes et les lunes de Jupiter. Nous pourrions créer une civilisation s'étendant du Soleil jusqu'aux nuages d'Oort, exploitant les ressources de billions d'objets glacés. Nous pourrions vivre ainsi pendant des milliards d'années, jusqu'à ce que le Soleil lui-même commence à mourir. Alors nous devrions migrer, construire des habitats artificiels alimentés par l'énergie de la géante rouge en expansion, ou peut-être exploiter les restes stellaires quand le Soleil se contractera en naine blanche. Finalement, même ces options s'épuiseraient. La naine blanche se refroidirait. Les ressources s'amenuiseraient. Notre civilisation déclinerait lentement, s'éteignant non pas dans une catastrophe soudaine, mais dans un long crépuscule. Et à travers toute cette histoire s'étendant sur des éons, nous regarderions les étoiles avec nostalgie, sachant qu'elles sont peuplées peut-être d'autres civilisations vivant leurs propres histoires d'ascension et de déclin. Toutes isolées, toutes seules, séparées par des gouffres que personne ne peut franchir. Cette vision est insupportablement triste. Elle transforme l'univers en prison cosmique, vaste mais segmentée, chaque système stellaire, une cellule séparée. Les barreaux de cette prison ne sont pas de métal, mais de distance pure, d'espace vide s'étendant sur des années-lumière. Mais peut-être y a-t-il une beauté dans cette isolation.
Peut-être que chaque civilisation est destinée à développer sa propre histoire unique, non contaminée par contact externe. Peut-être que la diversité de l'univers réside dans ces évolutions séparées, chacune résolvant les défis de l'existence à sa manière. Et peut-être qu'à travers les ondes radio, les lasers ou d'autres moyens de communication que nous n'avons pas encore imaginés, ces civilisations isolées pourraient quand même se parler. Pas de visite physique, mais des échanges d'informations, de culture, de philosophie à travers le vide. Un message envoyé aujourd'hui vers une étoile à 100 années-lumière arriverait dans un siècle. La réponse prendrait un autre siècle à revenir. Une conversation s'étendant sur des générations. Chaque message planifié soigneusement. Chaque réponse attendue avec une patience que notre culture instantanée peine à imaginer. Mais cette communication, aussi lente soit-elle, briserait l'isolement. Elle prouverait que nous ne sommes pas seuls. Elle créerait une communauté galactique de civilisations liées non par proximité physique, mais par curiosité partagée et échange d'idées. C'est peut-être le meilleur résultat réaliste. Pas de fédération galactique avec des vaisseaux voyageant entre les étoiles en quelques jours. Pas de rencontre face à face avec des extraterrestres, mais un réseau lentement croissant de civilisations se connaissant, apprenant les unes des autres, se soutenant mutuellement à travers les défis de l'existence cosmique. Nous avons déjà fait les premiers pas. Nous avons envoyé des messages à travers le projet SETI. Nous écoutons les signaux de civilisations lointaines. Jusqu'à présent, le silence. Mais nous venons de commencer. Nous avons écouté seulement quelques étoiles, sur quelques fréquences, pendant quelques décennies. L'univers a des milliards d'années. Si d'autres civilisations existent, elles pourraient avoir émis leurs signaux il y a des millions d'années, avant que la vie complexe n'existe même sur Terre. Ou elles pourraient émettre dans le futur, longtemps après que nous ayons disparu. Le timing est crucial. La fenêtre durant laquelle deux civilisations sont suffisamment avancées pour communiquer mais existent simultanément pourrait être étroite à l'échelle cosmique. Mais si nous trouvions un signal, si nous détections une preuve indéniable d'intelligence extraterrestre, cela transformerait l'humanité. Toutes nos philosophies, religions, visions du monde devraient être révisées. Nous ne serions plus uniques. Nous ne serions plus seuls. Cette découverte pourrait nous unir ou nous diviser. Elle pourrait inspirer une coopération sans précédent ou déclencher des conflits sur la manière de répondre. Elle pourrait remplir certains d'espoir et d'autres de peur. Mais elle prouverait quelque chose de fondamental. Que l'univers peut créer la vie et l'intelligence. Que nous ne sommes pas un accident unique, mais une manifestation de processus naturels qui se produisent ailleurs. Que le cosmos, malgré son hostilité, est capable de générer la complexité, la conscience, la créativité. Et peut-être que c'est la vraie réponse à toutes les questions que nous avons explorées. Pourquoi quitter le système solaire est si difficile? Parce que l'univers est vaste et indifférent. Pourquoi devrions-nous essayer? Parce que nous sommes capables de poser la question, et que cette capacité elle-même demande que nous cherchions des réponses. Le système solaire n'est pas simplement difficile à quitter, c'est un test cosmique, un défi posé par l'univers lui-même. Les espèces qui le franchissent deviennent quelque chose de plus. Les espèces qui échouent disparaissent sans laisser de traces. Nous ne savons pas encore dans quelle catégorie nous tomberons. Notre histoire n'est pas encore écrite. Les choix que nous faisons maintenant, les priorités que nous établissons, les ressources que nous consacrons à l'exploration versus d'autres objectifs détermineront notre destin. Peut-être sommes-nous à un moment charnière, une civilisation au bord d'un gouffre, capable soit de franchir le pas vers les étoiles, soit de retomber dans l'insignifiance planétaire. Le prochain siècle pourrait déterminer le cours des prochains millions d'années. C'est une responsabilité écrasante, mais c'est aussi une opportunité extraordinaire. Nous vivons à une époque où ces questions importent encore. Une époque où nos choix ont des conséquences cosmiques. Alors que tu te couches ce soir, regarde vers le ciel si tu le peux. Ces pointes de lumière que tu vois, ces étoiles, sont des soleils lointains. Certains ont peut-être des planètes. Certaines de ces planètes pourraient abriter la vie. Certaines pourraient abriter des civilisations regardant également leur ciel, se posant les mêmes questions que nous. Nous sommes séparés par des distances qui écrasent l'imagination. Mais nous sommes unis par la curiosité, par le désir de comprendre, par le refus d'accepter que l'univers soit à jamais hors de portée.
Peut-être ne nous rencontrerons-nous jamais. Peut-être que les distances sont vraiment infranchissables, mais le simple fait d'essayer, de tendre la main à travers le vide, de refuser l'isolement imposé par la géographie cosmique, cela signifie quelque chose. Cela signifie que nous sommes vivants, que nous sommes conscients, que nous refusons d'accepter les limites sans les défier. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que dans un univers destiné au froid et au noir, le simple acte de résister, de créer de la lumière et de la chaleur et du sens même temporairement, est une forme de victoire. Dors bien, rêve des étoiles. Et rappelle-toi que quelque part, dans les profondeurs du temps et de l'espace, l'univers se souvient qu'il a créé des êtres capables de le contempler. Et cela, malgré tout, est extraordinaire.